On a de plus en plus fait évoluer le système vers un système qui est extractif de valeur, au détriment de l'environnement, c'est-à-dire des générations futures, ou au détriment de gens qui se font exploiter ailleurs sur la planète. Voilà, nous sommes ici aujourd'hui à La Préale. La ferme agroécologique de La Préale, pour être précis. Voilà, nous sommes à Hachet, sur la commune de Hamoir, chez notre ami Olivier Lefebvre, qui est un précurseur quand même, parce vous allez voir pourquoi c'est pas un précurseur en permaculture, mais un précurseur dans les multiples valeurs ajoutées, la régénération multiple. Ton propre chemin en quelques phrases avant d'arriver ici. Tu n'es pas un agriculteur né, Pas du tout. Moi, je suis un économiste de déformation, comme je dis toujours. Et comme économiste, je me suis beaucoup occupé d'améliorer l'efficience de la gestion de la dette publique dans un premier temps, de la bourse, etc. Et comme économiste aussi, j'ai fait ma crise de milieu de vie en me rendant compte que, à force de chercher l'efficience dans nos économies de marché capitalistes, appelons-les comme on veut, on a de plus en plus fait évoluer le système vers un système qui est extractif de valeur, au détriment de l'environnement, c'est-à-dire des générations futures, ou au détriment de gens qui se font exploiter ailleurs sur la planète. Si on cherche l'efficience, il faut forcément la chercher sur le long terme, et pas simplement sur une sorte de trade-off entre le futur qu'on hypothèque et le présent qu'on maximise, parce que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui a donné Alors la pulsion, ça a été le film Demain, en fait. J'avais fait une première crise de milieu de vie avec le film... On remercie Cyril Dion au passage. On remercie, j'ai fait une première crise de milieu de vie avec le film d'Al Gore sur le changement climatique, et on remercie Al Gore aussi au passage. Et c'est cette prise de conscience progressive, c'est de dire, en fait, on a un système qui prétend être efficient, être riche, etc. Mais en fait, c'est pas possible. Il faut trouver une autre manière de fonctionner, une manière résiliente de fonctionner. Olivier, qu'est-ce que vous faites concrètement ici sur ces 5 hectares ? Alors pour l'instant, on a 3 projets que l'on aide d'une manière ou d'une autre. Il y a un projet de maraîchage sur petite surface, sur sol vivant. Il y a un projet de production de semences bio. Donc on a un 3e petit projet de plantes aromatiques pour faire des tisanes, etc. Et alors il y a cette semaine un projet de boulangerie-pâtisserie qui va démarrer aussi dans une optique circuit court avec des blés anciens, des environs, en travaillant avec un moulin local. Et donc on crée une sorte de petit cluster d'activités nourricières, mais dans une optique de résilience. Chaque projet est autonome, chaque projet a son propre... ce sont tous des indépendants qui développent leur affaire. Nous, on a créé un cadre pour les supporter, pour les aider, mais chaque projet est autonome. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en route de tout ça, et comment vous avez surmonté ces difficultés ? Il y en a de multiples, il fallait d'abord trouver une ferme, pas de ferme au départ. Ouais. Et même s'il y a beaucoup d'exploitations agricoles qui arrêtent chaque année en Belgique, c'est très compliqué de trouver une ferme qui a encore des bâtiments et des hectares. Généralement, les hectares sont partis, on se retrouve avec des bâtiments, des hectares tout nus. La deuxième difficulté, ça a été de monter, je dirais, tout le projet, le financement, de trouver les bonnes personnes aussi. L'aspect humain est très très important. Une des clés, c'est de trouver des gens à la fois compétents, des gens qui ont un sens entrepreneurial, parce que ce sont des entrepreneurs, des gens qui partagent les mêmes valeurs que le reste de l'équipe, et on a une charte de valeurs très, très explicite qui partage les objectifs. Cette combinaison magique là qu'il faut trouver après 1 ou 2 itérations parfois, c'est vrai que c'est un challenge. Quels sont finalement les avantages et bienfaits pour toi et ton épouse finalement? Nous, on est super enthousiastes, Anne-Sophie et moi, parce que ça nous permet de remettre du sens dans ce qu'on fait. Je dis pas que ça n'avait pas de sens ce qu'on a fait avant, mais c'est beaucoup plus conscient par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et puis se retrouver dans un cadre naturel, actif et très beau par ailleurs, c'est ça la vie, quoi. Quels sont les obstacles pour construire comme ça un système multifacette régénératif? Le cadre à la fois réglementaire et soutien agricole n'est pas du tout adapté, enfin il est adapté pour faire d'autres choses, mais pas ce type de modèle-ci, ou au contraire de l'agro-industrie qui est généralement des fermes qui deviennent de plus en plus monoproduits ou avec quelques produits qui jouent les économies d'échelle, l'intensification en capital, etc. Et tout le cadre a été fait pour ce type de situation, et ici on est vraiment dans une situation inverse. On ne joue pas sur les économies d'échelle, on joue sur les économies de gamme et sur la diversité, etc. Et donc on est forcément sur peu d'hectares,
Du coup, on ne reçoit pas de soutien c'est à l'hectare, les soutiens, c'est à Les l'hectare. soutiens sont principalement en hectare. Le problème, par exemple, énergétique qu'on a eu et que toutes les fermes partagées ont, c'est que théoriquement, on doit raccorder séparément chacune des activités, chacune des entités juridiques dans une ferme multiprojet qui est hors zone d'habitat. On doit non seulement payer un raccordement soi-même, puisqu'il n'y a pas d'obligation de service public pour les réseaux, mais en plus, on ne peut pas créer une forme de mutualisation de la production, parce qu'on essaye d'être en autoproduction énergétique dans une large mesure, et de la consommation. Donc on sent bien que le cadre réglementaire, et je ne dis pas que ça a été fait juste pour nous embêter, mais ça n'a pas du tout été conçu avec ce modèle-là en tête. Et donc ce type de difficulté-là, je pense, bon, on est obligé de trouver des solutions, mais je pense que ça devrait aussi faire réfléchir le monde politique si on veut faciliter, avec un cadre réglementaire mieux adapté, faciliter ces initiatives qui sont importantes d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, ça crée beaucoup d'emplois, ça recrée de la vie dans les milieux ruraux, ça remplit plein d'objectifs que n'importe quel politicien signerait. Un peu, quels sont les conseils les plus importants que tu pourrais donner à des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient démarrer une activité de régénération agricole multidimensionnelle comme ça? Il faut bien préparer, penser son projet dans ses différentes dimensions, pas partir tête baissée. Je vois parfois des jeunes qui se lancent avec beaucoup d'enthousiasme pour lancer un maraîchage, etc., mais qui n'ont pas fait leur étude de marché ou qui s'équipent un peu à la va-vite, qui font pas de bon design, et tout ça, ils le payent après, quoi. Ou qui s'expatrient un petit peu sans savoir sur quel territoire ils vont débarquer. Voilà, sans connaître le territoire, sans savoir à qui ils vont vendre déjà. Il y a quand même un travail préparatoire important à faire et qui doit être très structuré. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire dans le cadre de Perma Projects Academy avec ce starter kit pour accompagner d'autres projets. On est en train de tester notre accompagnement sur un projet Kobe à Villers-la-Ville. C'est un scoop. Villers-la-Ville. Un projet qui va probablement se développer en 2024-2025. C'est justement pour structurer un peu cet accompagnement parce qu'il faut être très systématique. On peut pas, ça s'improvise pas. Donc ici, nous sommes de l'autre côté du potager. Ici, il y a un tas de surprises. Raconte-nous. Ici, c'est le domaine des maraîchers, toute cette zone-ci. Avec les tunnels de maraîchage classiques. Ça, c'est une nouvelle serre dite chapelle dans laquelle ils viennent de planter 1800 plants de tomates. On a ici notre petit auditoire extérieur. Ici pour s'asseoir. Et pour s'asseoir, pour faire des exposés quand on a des visiteurs. Et là, c'est notre vigne, parce qu'on fait aussi un peu de vin. On commence par du vin. Oui, du blanc uniquement. Et donc ici, ta serre bioclimatique, en quoi ça consiste exactement? C'est une serre sur laquelle on va jouer sur l'orientation, mais aussi les inerties thermiques. Principalement des plants et un peu de micro-pousses, puisque les maraîchers vendent ici aussi au magasin des micro-pousses. Ah oui. Donc là, on voit qu'il y a des plants qui sont plus avancés. Ça, c'est typiquement des petits bacs de micro-pousses, mais je sais qu'ils viennent de les emmener pour le magasin. Ah oui. Et voilà. Donc ici, on a à la fois des produits de la ferme, principalement de ce côté-là. Et là, on a quelques produits, évidemment, des oranges et des pamplemousses et tout ça, on ne fait pas chez nous. Ça vient via Paysans Artisans, qui est une coopérative d'achat à Namur. Excellent. Petit magasin bio. Et alors, on a quelques produits de fermes voisines. Ici, voilà. Du miel, tu as déjà du miel de l'apiculteur qui met ses ruches ici. On a ça c'est des semences d'anthésis aussi. Oui. On a les aromatiques des folioles, ça c'est tout de la ferme. On a du lait qui vient d'une autre ferme, on a des œufs, on a des hamburgers. Donc il y a une série de produits de fermes voisines. C'est tout mignon, etc. C'est génial, donc ça va vraiment devenir comme un micro-village, plein d'activités, plein qui va bourdonner. Mais tu as encore un autre truc derrière encore, mais ça c'est peut-être encore secret. Derrière où? Ah oui, et on a aussi. Ça c'est pas. On a aussi. Tu veux dire le fromage de chèvre? Mais oui, c'est ça, oui. Mais oui, ça va. Parce que les chèvres, c'est pas ça. Mais non, je sais. Oui, il y a aussi un projet éventuellement d'une petite chèvrerie qui pourrait s'installer sur l'extension de terrain qu'on est en train de faire juste à côté. Cool, vraiment génial. Je sais que nos amis congolais, ils font la même chose, ils font plein de choses et ça vient comme ça se greffer et tout est en complément de tout et tout crée la valeur pour tout. C'est vraiment ça, la systémique, la régénération collective en fait. Y compris sur le plan humain. Ah oui, mais c'est justement là, tu me disais, le premier truc que tu disais, c'est l'humain. C'est l'humain. Et quand on voit des agriculteurs déprimés dans leur boulot et souvent seuls rapport à la responsabilité, ici tout se fait dans les projets en tandem.
Et puis les projets se donnent des coups de main entre eux, je veux dire, entre les semenciers, les maraîchers, etc. Il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup d'intelligence collective, il y a beaucoup de réflexion en commun sur tous les services écosystémiques du site, etc. Donc cette dimension humaine est extrêmement importante et je crois participe à la résilience du projet. C'est comme disait notre ami Kaloma sur le plateau de Bateke près de Kinshasa, il dit il faut d'abord arroser les écosystèmes humains et ensuite arroser les écosystèmes naturels. Ouais. Voilà, mais ça c'est le mot de la fin, je pense que c'est des valeurs qu'il va falloir porter et cultiver. Merci beaucoup Olivier pour cette visite. Merci Michel. Et à très bientôt. À bientôt.